Diallo Telly était l'un des grands intellectuels de l'Afrique de son époque, parce qu'il faisait partie de ceux qui avaient en même temps la formation et la culture. Surtout, c'était ce qu'on appelle dans votre dialecte anglophonique là, un gentleman. Un homme gentleman, comme on dit vraiment, dans son acception. Et puis, il aimait le peuple. Et il avait une chose qu'on redoutait, c'est qu'il était très intelligent et très ouvert. Et je pense que c'est la jalousie qui l'a fait tuer. Il était brillant, il en était conscient. Et à l'époque, dans cette époque-là, les gens comme les Sékou Touré étaient davantage plus jaloux qu'autre chose. Hein? C'était la jalousie de son intelligence et de sa fierté, puisqu'il était aimé par tous les chefs d'État d'Afrique, puisqu'il était à l'OUA. Sinon, il ne serait pas allé à l'OUA, parce qu'à cette époque, il était le seul capable de pouvoir soulever l'enthousiasme quand il parlait dans l'assemblée de tous les chefs d'État réunis en Afrique. Parce qu'à l'époque, personne que lui, dans sa génération, et même Sékou Touré, il avait peur qu'il soit aussi brillant. Parce que les gens comme les Houphouët-Boigny, ça il faut le dire aujourd'hui, puisque même les Houphouët ne sont plus là pour témoigner, avaient misé sur lui pour remplacer Sékou Touré. C'est même la vraie cause, l'une des vraies causes de sa mort. Le Sékou Touré et le Senghor voulaient qu'il remplace Sékou Touré. Et surtout que même sa famille était déjà à Dakar. Et tout ça avait donné le sentiment pour Sékou Touré qu'on veut l'éliminer pour mettre Diallo Telly. Il faut que les gens précisent ces aspects, disons, intimes et psychologiques à l'époque. Peut-être à l'époque, ça ne serait pas arrivé, mais c'était arrivé parce que l'époque était les chefs d'État d'une médiocrité au pouvoir, qui n'étaient pas tous formés. On n'aimait pas la génération qui était des universitaires, des hommes de culture. Mais son cas était plus accentué qu'il était si brillant et le montrait. Surtout qu'il était quand même secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Et il avait la dimension plus que celui d'un chef d'État, parce que c'est lui seul qui réunissait les chefs d'État. Je répète toujours que c'est ce point-là qui était un point qui rendait le Guinéen, le Sékou Touré complexé. Ce n'est pas le complexe qu'il a éliminé. Voilà. On peut accentuer sur cet aspect, parce que nous avons vécu ça, même dans les yeux de Sékou Touré. Quand tu parlais de lui, de Sékou Touré, il devenait plus noir que jamais. Je peux dire ça comme ça. Il n'aimait pas entendre son nom. Il devenait plus noir. Je me souviens le jour que je suis revenu d'Algérie en Guinée, puisque c'est lui qui m'a précipité pour que je vienne en conférence, et puisque j'étais au cabinet de Bembella à l'époque en Algérie. Et pourtant, il a dit à Sékou Touré, comme Bembella était très brillant, très éloquent, tout ça,
On disait que c'était moi le conseiller de Bembela. Alors, il a eu la jalousie de ce point de vue parce qu'il était très soucieux de nature. Hein. Tout ce qui brillait, se couturait, il voulait. Et pourtant, il s'est fait une amitié courte avec Bembela. Et c'était pour m'arracher de Bembela parce qu'il lui avait demandé une fois, mais qui vous rédige votre discours? Bembela a dit mon nom. C'est à cause de cela aussi qu'il est tombé et il a envoyé, m'amener en Guinée. Hein. Ce n'est pas moi qui suis allé en Guinée. Il a envoyé me chercher en Algérie, qui était l'ambassadeur de Réautra. Vous savez, Réautra, qui était l'ambassadeur de Guinée en Algérie. Après aussi en Côte d'Ivoire, il était le plus intellectuel de l'époque, Réautra. C'est le plus célèbre. Non seulement il a tué Réaustra, il a tué aussi le frère de Réaustra, l'autre Réautra qui était pharmacien et qui était venu avec moi dans la même cellule que son grand frère qui était déjà mort, le Réautra, oui, qui lui était pharmacien de formation. Hein. Et bien donc, voilà comment la famille a disparu. En Guinée, la famille des Réautra, qu'ils étaient quand même de la même tribu que Sékou Touré les a pris pour les anéantir, parce qu'il était un homme soucieux de son orgueil, ne voulait pas d'exemple. Non, non. Même un étranger, il a comploté pour faire tuer les Nkrumah, les Moumiés. Hein? Donc, tous ces gens qui avaient accouru à Conakry. Il faut que vous compreniez bien, tout le monde avait accouru à Conakry, c'est-à-dire tous ces intellectuels que Sékou Touré a attirés à Conakry à cause, à l'époque, il faut le dire, de son courage à lui, Sékou Touré, qui brillait, qui séduisait dans les grandes conférences. Et les gens comme les Moumiés du Cameroun, puisque en Guinée, il y a encore l'ancien cimetière Moumié. Hein? Alors, à l'hôtel Kamayenne, là-bas, où nous avons séjourné d'abord dans un premier temps, c'est après la mort de Moumié qui nous a sortis du camp Kamayenne en disant à ce moment-là que ça lui coûtait trop cher. Même évacuer la veuve de Moumié qui était encore en Guinée, après l'avoir séduit, puisqu'il était un grand séducteur. Hein. Donc, moi, personnellement, comme j'ai protesté, j'ai dit non. La femme de Moumié serait comme une présidente du Cameroun. Avec ça, il a dit, ah oui. Un jour, j'ai dit ça avec ma juvénité de l'époque, quoi. Il dit, ah oui, parce que j'ai dit à la femme de Moumié, attention, tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu ne vas pas aller rester avec Sékou Touré jusqu'à ce qu'il te séduit. Toi aussi, ton mari est mort en tant que président. Il faut que tu portes ce drapeau-là dans ta postérité, etc. Donc mon premier enfant, que j'ai appelé Moumié, hein, qui est le premier médecin africain, disons pas médecin africain dans le jargon de l'OTAN, le premier noir qui est médecin, qui a fait ses études en Allemagne et a été reçu médecin dans sa génération. Dès que Diadé Tellier était venu en prison, il m'avait trouvé déjà là-bas. On l'a amené directement dans ma cellule. Heureusement que j'ai pu donner à la famille. Il a dit oui, je suis venu ici, si on m'a amené ici,
si je meurs ici, je commence à pleurer. Il dit, si, je vais mourir ici. On ne peut pas m'amener ici et me sortir vivant. Il a dit ça. Il dit, malgré l'intervention des chefs d'État, puisqu'il était secrétaire général fondateur de l'unité africaine. Il croyait, lui, que, bon, Sékou Touré ne tuerait pas un type de connu comme ça par toute l'Afrique. Il m'a dit que quand je sortirai, il dit que je sais que on ne vous tuera pas, mais moi je vais mourir ici. Je ne sortirai pas d'ici vivant. J'ai déjà donné ce témoignage. Et comme Sékou Touré était d'une haine à l'époque avec Senghor, toujours d'une haine, parce que quand tu prononçais le nom de Senghor devant Sékou Touré, ça te valait tout de suite le camp Boiro, la prison. Parce qu'on le comparait à Senghor, puisque Senghor, lui, c'était le plus instruit de l'époque, le normalien, le poète, et tout ça. Ah non, là, vraiment, c'était terrible pour Sékou Touré de parler de Senghor. Et pourtant, c'est Senghor, tout ça, et le Nkrumah, et le Houphouët-Boigny, qui sont venus nous libérer du camp Boiro. Cet aspect, je tiens, puisque ma vie, cette séquence m'a permis de vous revoir aujourd'hui. Ce sont des gens qui nous ont sauvés, qui m'ont sauvé. Voilà, le Nkrumah était là, tous ces gens ont disparu. Je suis presque le seul témoin de leur mémoire. C'était les grandes figures de l'Afrique de leur époque. Parce qu'ils avaient combattu. Ils n'avaient pas fait le charlatanisme de l'électorat comme on fait aujourd'hui pour gagner les voix du peuple. Ils étaient les leaders naturels de l'Afrique. Je dis bien les leaders naturels. Il n'y avait pas même de concurrence. Donc dans chaque pays de ces époques, les Moumié du Cameroun, les Senghor de Sénégal, les Sékou Touré de Conakry, le Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, voilà les leaders de l'Afrique, hein, qui ont libéré l'Afrique. Hein. Nous, nécessairement, on était jeunes. Moi, je suis comme un témoin de luxe aujourd'hui. Quand Diallo Terry n'était pas seulement torturé, il est sorti pour aller mourir. Puisque quand il est arrivé, il a eu comme une parole de prophète en disant que si je suis venu ici, je sais que je ne sortirai pas vivant. Et il m'a dit, professeur, si vous sortez un jour, parce que je sais au moins que vous sortirez. Je suis sûr que vous sortirez vivant, parce que vous n'êtes pas né guinéen. Sékou Touré ne se permettra pas de vous tuer, et encore qui sait que même la France, tout ça, vous soutiennent. Surtout Sékou Touré, ils savent que Houphouët-Boigny, c'est l'artisan des Français ici. Donc vous sortirez vivant. Et son frère, comme ça, Siaka Touré, voilà le chef de la police, il a remplacé tout le camp par Siaka Touré, puisque c'est Siaka Touré qui m'a mené à la cabine technique, comme on appelle. La cabine technique, c'était de te mettre le clou entre les mains, comme ça, et puis t'attacher derrière, et le sang montait pour aller. Nos doigts étaient comme une banane. Tout le sang descendait dans les doigts des pieds. C'est vraiment... Parce que Dieu n'a pas voulu que moi je suis vivant. Je n'ai pas dit que par la force et tout ça. Je fais passer le temps à chanter l'hymne camerounaise. Et ça aussi, ça a été grave.
Il dit, il ne connaît même pas l'hymne de la Guinée. Il chante l'hymne camerounaise. Que depuis quand? Moi, je chantais l'hymne guinéen en Soussou. Moi, je ne savais pas, je ne savais aucune langue nationale de Guinée à l'époque. Voilà. Moi, j'ai chanté l'hymne camerounaise. Même que j'étais opposant du régime du Cameroun, je chantais quand même l'hymne du Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Autrefois, tu vécus dans l'illettrisme, dans la domination. Pour aujourd'hui, tu vis dans paix, dans la paix de nos parents, de nos ancêtres. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécus sous domination. Comme le soleil qui commence à paraître, peu à peu tu sors de la domination. Que tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tous unis pour te rendre prospère à jamais. Et toujours tu seras le vainqueur. Terre d'Afrique, mère chérie, à toi l'honneur et le grand honneur. Terre d'Afrique, mère chérie, à toi le mort et le grand honneur. Voilà, j'ai chanté ça. Ah oui, il ne chante même pas l'hymne de la Guinée. Il dit, bon, ben, ce que j'ai appris de mon berceau, je suis en prison, je suis toujours citoyen. Hein, et comme ça, comme j'étais aussi nationaliste de l'UPC, exilé en Guinée, parmi les moumiers où il est enterré, etc., hein, il disait, ah oui, je dis qu'il ne me reste que ça, le chant patriotique de mon peuple et de mon pays. Oh là, les agents secrets qui nous surveillaient en prison allaient lui rendre compte. Ah, il ne chante même pas l'hymne de la Guinée, il chante toujours que l'hymne de son Cameroun. Il dit, bon, que Aïdjo qui l'a renvoyé vient le tirer ici. Voyez, et je n'avais aucun secours de mon pays. Je suis resté là-bas 11 ans sans voir un Camerounais, sauf 2, 3, 4 qui sont venus et qui sont morts en prison devant moi. On ne sait pas où on les a pris. Et quand on voyait qu'il allait mort, on les envoyait en Sierra Leone. C'est en Sierra Leone qu'ils sont allés mourir, etc. Voilà, c'est quand le Camboiro, la diète, je ne devais pas laisser cet aspect de la diète. Il y avait la diète noire. La diète noire, c'était que tu restes 7 jours sans boire ni manger. Donc je suis sorti du Camboiro avec, je n'avais pas de chair dans mes bras, là, je ne peux pas plier mes doigts comme ça. Bon, je n'avais plus d'os sur mes côtes. Mes côtes étaient, il n'y avait pas de chair. Hein? Et puis donc, quand je suis sorti de là-bas avec le secours de pouvoir de l'époque du général de Gaulle et tout ça, à titre posthume, il faut toujours continuer à le rendre hommage. Ils ont sorti pour me ramener, me soigner ici à l'hôpital de Val-de-Grâce. Je fais 13 mois à l'hôpital de Val-de-Grâce pour pouvoir encore parler et récupérer les os. On me piquait dans la tête, les piqûres, on me mettait les piqûres dans la tête pour nourrir, que ma tête puisse encore, que les cheveux même puissent sortir. Ce n'est pas les aiguilles, les produits chimiques qu'on a fait encore que ma tête, que les cheveux sortent. Les cheveux ne sortaient pas. J'avais les dents en dehors de mes lèvres. Même mes lèvres là ont été replantées. Hein? Donc, on a mis des piqûres dans mes lèvres pour que ça repousse. À Val-de-Grâce ici. J'ai voulu qu'on m'ait affecté ici en France. Je serais mort en Afrique. Quel que soit l'Afrique, l'endroit de l'Afrique où on m'aurait interné, je ne serais plus en vie aujourd'hui. Puisqu'on m'a amené ici, on m'a amené directement
du Camp-Boireau à l'hôpital Val-de-Grâce ici. Il y a un médecin, on devait appeler ça Val Capé de Bana. Il m'a fait que rire. J'ai dit que non. Ça, c'est de grandes histoires. En Europe, on n'enlève pas le nom d'un historien qui n'aurait pas été traître de son pays. Et à Val-de-Grâce, même si on enlève, moi, je n'accepterai pas qu'on me remplace avec un héros aussi de son temps. C'est un héritage très lourd. Voilà. Télé n'était dans aucun complot. Télé n'était dans aucun complot. Il faut retenir ça. Quand je suis sorti de là, je suis allé voir la famille de Téli, partout où étaient dispersés les membres de sa famille. Je suis allé dedans. Je suis allé au Togo, aussi à l'époque, pour voir certains des membres de sa femme. C'est ça. Je suis allé au Mali, chez Modibo Keïta. Donc je suis allé faire partout par là pour donner les témoignages. Je fais le tour de l'Afrique pour faire des conférences sur le Camp-Boireau et donner les témoignages. Cet aspect-là doit être souligné. Et tous les livres, parce que tout ce que les Téli de sa génération ont écrit, Sékou Touré a fait brûler tout. Brûler. Il ne voulait même pas que les archives restent dans aucun tiroir. Il a fait la fouille au domicile de tous les ans, de toute la population de Conakry. Il a fouillé même sous le lit des habitants, même dans le cercueil des bébés, parce que quelques familles allaient cacher les choses dans le cercueil de bébés, croyant qu'on ne fouillerait pas là-bas. Lui-même a précisé là où il faut fouiller, sous le matelas et tout. Voilà, c'est la fouille de cette époque, de la coordonnée par Sékou Touré, parce que c'est lui qui mettait le point où il faut fouiller. Et les soldats étaient d'autant plus corrects et obéissants que si il faisait fouiller les militaires, il envoyait encore les jeunes qui étaient encore plus soumis, qu'on appelait la GRDA. Oui, le Sékou Touré, le PDG des jeunes, la jeunesse guinéenne. Donc, il les avait formés pour contrôler là où les militaires ne voulaient pas aller contrôler. Il y avait les femmes, à ce moment-là, les femmes de Guinée, les femmes de Guinée, les jeunes de Guinée. Ils appelaient ça l'organisation des masses, des femmes et des masses. Il avait encadré la Guinée dans toutes les couches de Guinée. Et le Katsori, tout ça, qui était le maire de Conakry à l'époque, Katsori, a été aussi, il m'a rejoint dans ma cellule, Katsori, le maire de Conakry. Il est soupçonné de le remplacer, parce qu'il était aimé par le peuple de Conakry qui était le Soussou. Donc, il avait peur de tout ce qui pouvait lui porter l'ombre, vraiment. On s'est demandé, puisqu'il haïssait même ses parents. Il haïssait même ses parents, Sékou Touré. Il haïssait même ses parents. Et ça, Sékou Touré était un homme. Parce qu'il a dit un jour au palais du peuple que les Chinois sont venus construire en Guinée. Il a dit c'était les ministres se réunissaient au palais. Et nous qui étions ses conseillers proches, qui écrivions ses mémoires, il a dit en Guinée, dans une conférence populaire, il dit aucun de
tous les ministres qui sont assis devant moi ne diront jamais où se trouve la tombe de l'ancien président. Les gens ne comprenaient pas tout ça. Mais c'est après, les gens chuchotaient dans le quartier, disant comment. C'est là que les plus intelligents, les plus vieux, disaient, mais ça veut dire que vous ne serez plus vivant, vous serez mort. Quand il dit, aucun homme, aucune personne dans cette salle ne dira jamais où est la tombe de l'ancien président. Ça, c'est quelque chose de terrible. Il a détruit jusqu'à dans sa sève, sa succession, la relève de la Guinée. Normalement, les Guinéens d'aujourd'hui devraient oublier Sékou Touré, mais il avait marqué la Guinée à la manière de Hitler, hein, qui faisait que on chante son nom même, qu'on enseigne le Mein Kampf, c'est-à-dire mon combat. C'est le livre historique de Hitler, Mein Kampf. Il a écrit son livre, Mon combat. Que le Mein Kampf, quand tu dis ce nom-là devant, en face des gens de cette génération, Mein Kampf, on a peur de toi tout de suite. Mein Kampf, mon combat, qui a allumé la Deuxième Guerre mondiale, etc. Il faut jamais, la première des choses, c'est que De Gaulle et tout ça est venu au pouvoir, il a fait interdire le Mein Kampf. Comme dangereux. Mais cette jeunesse est très grave, parce qu'on dit qu'il y a deux choses dans un peuple. C'est l'histoire et la jeunesse. Si une jeunesse oublie l'histoire de sa génération, quand on dit disparition, c'est-à-dire 100 ans, hein, une génération dure 100 ans. Toute personne qui n'a pas 100 ans, qui oublie l'histoire de son peuple, est dangereuse pour le pays et pour sa survie. La mémoire de tes ancêtres ou de tes dévanciers, pour dire ça en gros, de tous ceux qui t'ont dévancé, l'histoire avant toi, il ne faut pas qu'ils meurent sans que tu ailles leur demander ce qu'ils en pensent. Parce que dans notre génération, on dit que si tu veux connaître l'histoire de ton pays, il faut fréquenter les vieux ou les vieilles. C'était notre source de connaissance de l'histoire de ton peuple. Il faut aller voir tes grands-mères, tes grands-pères, si on a la chance de les avoir vivants. C'est eux seulement qui connaissent l'histoire. Et ça n'est pas écrit dans les livres. Bon, il faut aller vers les vieux pour connaître l'histoire de tes ancêtres, de ta lignée, de ta famille et tout ça. Aujourd'hui, vous avez la chance parce qu'il y a tout ça. Il n'y avait pas avant. Ce n'est pas la fabulation, les adages, comme ça qu'on racontait, les proverbes qu'on appelle, qu'on racontait les histoires d'un peuple. Hein? On dit au pays, mes parents disaient ça. Toujours on dit comme ça. On ne dit pas j'ai lu ça. On dit non, mes parents disaient ça. Mon père disait ça. Mes grands-parents disaient ça. Voilà le témoignage jusqu'à l'écrit de notre génération. Ce n'est pas les vieux qui étaient les sources de l'histoire. Si tu ne rends pas visite à tes grands-parents, c'est que tu es maudit. Parce que c'est eux qui détenaient l'origine de la famille. Personne que eux. Et c'est toujours comme ça que quand les vieux, tous les enfants qui naissaient, on les envoyait chez les vieux, chez leurs vieilles et tout ça, pour qu'ils aillent là-bas écouter ce que les vieux et les vieilles disent. Et pour que c'était l'école de l'histoire africaine, jusqu'à ce que votre génération, qui avait tous ces instruments qui n'existaient pas avant,
Sinon, si je n'étais pas à ces âges-là, je ne viendrais pas vous raconter tout ça aujourd'hui. Il est mort en diète. Il est mort de faim. On l'a torturé jusqu'à ce qu'il meure de faim. Et comme il savait qu'il allait mourir, il m'a dit ça, ce que je vous dis. Il a dit, professeur, puisque je sais que vous sortirez vivant, même si vous... J'ai dit, mais parce qu'on m'avait arrêté, Sékou Touré, j'avais le nom de Keita. Keita, le surnom de Keita Kapé de Bana. On voulait que j'enlève tout mon nom pour qu'on ne dise pas que demain, on a tué un Camerounais, un étranger. Donc j'étais surnommé Keita Kapé de Bana. Mon nom s'appelait comme ça au Camp Boiro. Donc quand même on venait me chercher, on avait enlevé mon nom du Camerounais. On disait Keita. Donc finalement on a restitué Keita Kapé. Puisque l'état civil existait. Oui, c'est Keita Kapé. J'étais comme ça surnommé en sortant du Camp Boiro.